Bienvenue dans le Lab du bien-être, le podcast qui décrypte les mécanismes du corps et de la longévité. Je suis Sarah, naturopathe, et dans ce podcast, nous explorons les piliers de l'équilibre du corps. Alimentation, microbiote, hormones, métabolisme, santé mentale, avec des experts en santé naturelle, des médecins et différents spécialistes. Et maintenant, place à notre expert du jour. Salut Camille, tu vas bien ? Oui, je vais très bien, Sarah, merci. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour aborder 3 thèmes principaux. On va parler du système nerveux, de santé mentale et de leadership féminin. Tout à fait. Tu es mentor somatique et énergétique, c'est-à-dire que tu accompagnes les femmes à mieux comprendre leur système nerveux, leur énergie et leur fonctionnement profond afin de sortir du mode survie, retrouver plus d'alignement et reprendre leur place sans s'épuiser. C'est parfait, tu peux me la donner cette phrase? Justement, peux-tu nous expliquer rapidement en quoi ça consiste et finalement comment tu as pris cette direction? Ça va être... On va devoir résumer plusieurs années en une seule phrase. En gros, ça fait 6 ans que j'exerce ce métier. C'est à la suite d'un burn-out et d'une reconversion professionnelle que j'ai choisi en fait, d'aller comprendre qu'est-ce qui se passait vraiment dans le corps et aussi dans notre cerveau quand on était aux extrêmes, on va dire, de là où peut nous amener notre système nerveux. Et donc, c'est ce qu'est le burn-out, hein. C'est un état extrême du système nerveux qui reste figé, en fait, très longtemps dans un état de repli, donc dans un état de survie, et qui coupe certaines fonctions. Donc, dans mon cas, ça a été couper les fonctions cognitives et intellectuelles. Donc, j'arrivais plus ni à lire, ni à me concentrer. C'est un état qui est arrivé au bout d'un long processus, hein, ne nous leurrons pas, c'est pas quelque chose qui se produit en quelques semaines, c'est quelque chose qui se produit au fil des années. Et c'est pas non plus quelque chose qui se produit nécessairement en lien avec l'environnement, parce que c'est d'abord une pression intérieure qu'on se crée en réalité, et qui finit par devenir tellement puissante, c'est-à-dire que notre système interne de survie prend tellement toute la place qu'il épuise toute l'énergie, toutes les ressources du corps, et que on se retrouve à ressentir ou en tout cas capter des messages de déconnexion complète. Et donc moi, dans mon cas, c'était la déconnexion de mes fonctions cognitives puisque j'arrivais plus à lire ni à me concentrer. Ça, c'était en 2019. Et après un arrêt de 18 mois et une reconstruction qui est notamment passée par la rencontre avec le yoga et notamment le yoga Kundalini, et donc la reconnexion à mon corps et aux messages et aux signaux de mon corps, j'ai voulu me former pour comprendre ce qui s'était passé dans mon cerveau, pourquoi mon cerveau avait débranché. Donc, je me suis intéressée aux neurosciences et je me suis formée aussi sur donc, tout ce qui est système nerveux, système somatique et puis aujourd'hui, et depuis quelques années aussi maintenant, sur le système énergétique, puisqu'évidemment, les deux sont interconnectés. En fait, notre énergie dépend de l'état de notre système nerveux. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, on est nombreuses à ressentir une forme de déconnexion intérieure, être fatiguée sans comprendre pourquoi, avoir le sentiment de toujours courir, devoir performer, tout gérer, mais ne plus vraiment se sentir aligné ou en sécurité intérieurement. Pour les personnes qui nous écoutent et qui découvrent peut-être ce sujet, comment tu nous définirais simplement ce qu'est le système nerveux ? En fait, le système nerveux, tu peux le voir comme un système d'alarme hyper perfectionné qui est dans ton corps et dont la mission seule et première et unique est de te garder en vie. C'est-à-dire que le système nerveux n'a absolument pas pour objectif ton bonheur. Il a pour objectif ta survie. Donc, il est aussi autonome, hein, parce que là, on le résume en système nerveux, mais on parle du système nerveux autonome. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fonctionne en dessous du niveau de ta conscience. Tu ne te rends pas compte que c'est ton système nerveux qui va capter tout ce qu'on appelle les neuroceptions, donc les signaux dans ton environnement. Tu as de la perception c'est plutôt mental, et la neuroception, c'est la perception que réalise le système nerveux, qui lui va passer son temps à scanner l'environnement en réalité et à tout interpréter en neuroception, soit de danger, soit de sécurité. Donc ce système d'alarme hyper perfectionné, il fonctionne sans que tu en aies mentalement conscience et sans que tu puisses... Et c'est pas parce qu'on te dit « calme-toi, ça va aller, respire un bon coup » que ça va faire redescendre la tension dans le corps. Quelque chose qui part du corps comme ça, c'est une neuroception, donc une sensation dans le corps qui va permettre de justement faire redescendre cette pression, et c'est absolument pas quelque chose de mental. Et finalement, ce que je trouve fascinant dans ce sujet, c'est qu'on réalise que le corps, il va souvent réagir avant même le mental, finalement. C'est exactement ça. Et on va pas
consciemment choisir nos réactions, c'est ce que tu nous expliquais, donc c'est un peu ça, système nerveux. Le corps va détecter un danger, réel ou non, ou perçu, pardon, et va déclencher automatiquement des réponses. C'est ce qui donne la sensation que tu décrivais tout à l'heure, qui est je cours tout le temps, j'ai pas de temps, je peux pas m'arrêter, je peux pas respirer, je suis dans la seringue en fait en permanence, je suis dans cette espèce de mode pilote automatique. Pourquoi ? Parce qu'en fait notre système nerveux et notre corps captent une forme de pression permanente qui est clairement augmentée par notre système d'information digitale et l'accélération qu'a créé le digital dans nos vies. Il faut juste se rappeler que le corps humain et l'être humain Homo sapiens est sur Terre depuis à peu près 200 000 ans, d'accord ? Et l'iPhone a 20 ans. Et là, on est en train de demander une adaptation en termes de réactivité, en termes de stimulation cognitive, en termes de charge mentale à notre corps et à notre système nerveux, pour lequel il n'a juste pas eu le temps de s'adapter. C'est très important aujourd'hui d'aborder ce sujet du système nerveux. On parle énormément de santé mentale, de stress, d'anxiété, de stress chronique, de charge mentale, mais très peu du système nerveux. C'est pour ça que je voulais qu'on aborde principalement ce sujet aujourd'hui, alors qu'en fait, il influence absolument tout, à savoir nos émotions, nos pensées, notre énergie. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, beaucoup de troubles modernes sont en réalité liés à une dérégulation du système nerveux ? Mais énormément. Énormément. Parce que le système nerveux qui est en état de dérégulation va envoyer en continu des signaux, donc des neuroceptions de danger, aux glandes surrénales, par exemple, qui sont celles qui sont à l'origine de ce qu'on appelle les fameuses hormones du stress, adrénaline, noradrénaline et cortisol. Moi, c'est ce qui s'est passé. En fait, mon cerveau a baigné dans le cortisol H24 à des niveaux de cortisol extrêmement élevés pendant plus de 6 mois. Et au bout d'un moment, ce que fait le cortisol, c'est qu'il grignote des neurones. Donc, en fait, il grignote des connexions neuronales, ce sont des schémas neuronaux dans ton cerveau qui, à un moment, ont appris à lire, à écrire, à faire un certain nombre de choses, à se concentrer. Elle est importante, cette métaphore. Il coupe la connexion, en fait. D'accord. Le cortisol, il vient couper les connexions. Et donc, quand tu es en burn-out, c'est le cortisol et c'est la surcharge d'hormones du stress qui coupe la connexion dans des choses qui étaient pourtant évidentes avant, d'accord ? Et en fait, la clé de ça, c'est vraiment de comprendre que notre corps humain, il a besoin d'en moyenne 6 heures pour métaboliser les hormones du stress sans nouvelle neuroception de danger. Si tu considères que, avec toutes les notifications que tu as sur ton téléphone, les mails, les sollicitations, le nombre de rendez-vous, les attentes, la pression, tu t'imagines bien que tu passes pas 6 heures sans que ton corps, lui, ressente une nouvelle neuroception de danger. Et j'insiste sur le mot ressenti. Parce qu'on parle de ressenti, ça n'a rien de rationnel. C'est-à-dire que là, on est dans une pièce, on est en parfaite sécurité. Pour autant, si ton téléphone se met à faire bing, 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 ou tu vois des trucs flasher sur ton écran, lui, ton corps, il va s'activer. Comme s'il y avait un tigre à dents de sabre à l'entrée de la porte, en fait. Il fait pas la différence. Il ne fait pas la différence. Donc, dans ton corps, ce qui se passe, c'est le mécanisme de survie qui s'active et il n'y a pas de différence entre le prédateur devant la porte et les notifications qui s'allument de façon intempestive sur le téléphone. Et du coup, on vit avec cette surstimulation permanente. Donc, on est dans une société de la suractivation et de la surstimulation. Et nos corps et nos systèmes nerveux ne sont pas faits pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui ont beaucoup de mal à ralentir. Parce qu'en fait, leur système nerveux s'est tellement habitué et adapté à être dans cette surstimulation et ce contrôle permanent que si tu leur dis en fait, il faudrait juste que tu ralentisses, prennes des vacances, repose-toi, mais eux, ça les active de fou. Parce qu'en fait, leur système nerveux, il est habitué à être le hamster dans sa roue qui tourne comme ça, et tu lui dis, non, mais ralentis, respire, repose-toi. Ça t'est déjà arrivé de partir en vacances et de ne pas arriver à déconnecter, à décompresser, d'avoir besoin de la moitié de tes vacances pour te sentir un tout petit peu présente dans tes vacances ? Très souvent. Voilà. C'est juste que ton système, il a besoin d'un sas de décompression. C'est-à-dire qu'il a besoin que tu le soutiennes dans sa capacité à revenir dans sa zone de sécurité. Et au lieu de faire ça à chaque vacances et te dire j'attends l'été prochain, j'aurai 3 semaines de vacances, donc je pourrai avoir les 10 jours là où mon système se calme et puis je pourrai profiter des 10 derniers jours, puis après je retournerai courir dans ma roue de hamster. En fait, tu peux faire ça tous les jours. Et moi, c'est ça que je transmets. C'est que tu n'as pas besoin d'attendre les vacances. Tu peux créer une autre façon de voir ton corps et de voir le monde et ton quotidien à travers ce prisme du système nerveux. Et quand tu comprends ça, tu introduis des micro-moments dans ta journée, des micro-bulles de connexion, des micro-espaces de régulation
Où tu te sens connecté avec ton corps, qui te permettent de te réaligner finalement et de réguler un petit peu cet état d'alerte permanente. Exactement. Et au lieu d'attendre le week-end, les vacances, le machin, tu fais ça un peu tout le temps. Tous les jours. Et en faisant ça un peu tout le temps, tu collabores avec ton corps et la neuroplasticité de notre corps qui est juste merveilleuse, puisque là, je suis devant toi. Si je peux te parler de tout ça, c'est parce que bien sûr, j'ai retrouvé mes fonctions cognitives, j'ai retrouvé ma capacité à lire, ma capacité à apprendre, ma capacité à transmettre. Et ça, c'est grâce à la neuroplasticité. Donc ces connexions neuronales, on peut les reconstruire, on peut les recréer. Donc si je résume, finalement, quand le système nerveux reste en tension trop longtemps, le corps finit par fonctionner en mode adaptation permanente. Oui. Et donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre au quotidien à s'inclure des petits moments dans la journée pour pouvoir permettre de réguler ce système nerveux et non pas attendre, par exemple, le week-end ou les vacances et éviter justement d'atteindre un level de burn-out, en fait, si je puis dire. Et puis l'inflammation, je sais que tu travailles sur le système féminin, etc., mais tout ce qui est inflammation de toute la zone, que ce soit digestive ou utérine, c'est une des manifestations de la dérégulation du système nerveux. Et je trouve qu'on ne le prend pas suffisamment en compte. C'est quelque chose que je prends souvent en compte dans mes bilans de vitalité. Oui. Parler du système nerveux et de savoir où est-ce que les personnes se situent. Mais justement, je me rends compte à l'issue de ces consultations que beaucoup de femmes réalisent, ou pas encore, qu'elles vivent justement ou qu'elles ont vécu en mode survie, sans même le savoir. Elles serrent les dents, en fait. Elles tiennent, elles avancent. Et moi, j'ai beaucoup de clientes qui ont de l'endométriose, qui ont des SOPK, etc. Et qui, par la régulation du système nerveux, arrivent à recréer beaucoup moins de douleur, voilà, beaucoup moins d'inflammation, beaucoup moins d'intolérance alimentaire. Il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de signes. Et justement, tu utilises souvent ce terme des femmes qui vivent souvent en mode survie. Concrètement, comment ça se manifeste, cet état de survie ? En fait, l'état de survie, c'est... je me lève le matin et je suis déjà dans la course. C'est-à-dire que déjà, tu ouvres les yeux, tu as le réveil qui sonne et tu es déjà dans « Ok, il faut que j'y aille, je vais préparer mon café, je vais prendre ma douche, nanana. » Donc en fait, tu sens, dès les premiers instants de ta journée, que tu es prise dans l'étau en fait, de tout ce qui t'attend et qu'il y a très peu d'espace pour respirer, te sentir, reconnecter, être présente à toi-même, en fait, tout simplement. Hein, et bon, c'est pour ça que moi, je transmets beaucoup autour des rituels qu'on fait au lit le matin avant de se lever ou au lit le soir avant de se coucher. Parce que moi aussi, en tant que femme dirigeante d'entreprise aujourd'hui, j'ai une vie qui est évidemment très intense, mais je constate que les moments que j'ai dans mon lit le matin, le soir, et dans mon lit le matin et le soir, pardon, eh bien, c'est là où j'ai le vrai espace pour faire mes rituels sans être coupée. Parce que si je me lève et que je commence à préparer le petit déjeuner, en fait, tu es prise dans la spirale. Donc, tu commences ta journée en te connectant avec toi-même, en te connectant avec ton corps pour être sûr de t'accorder ces moments-là et ne pas démarrer la journée justement en mode survie. Et finalement, ce mode survie, il peut aussi s'expliquer par des symptômes cliniques, si je puis dire, comme de la fatigue chronique, des troubles digestifs, des troubles hormonaux. En fait, bien sûr, il y a des troubles. En fait, ton système nerveux, il engage donc tout le système hormonal avec adrénaline, cortisol, noradrénaline. Donc, ça a un impact sur tout le reste de ton système endocrinien, hein, donc sur toutes tes hormones, sur la thyroïde, etc. Et les symptômes que tu peux avoir, c'est une fatigue qui ne passe pas, c'est-à-dire tu dors, mais tu te couches le soir, en fait, tu craches d'épuisement, tu vois. Donc peut-être tu t'endors très facilement, mais parce qu'en fait, tu as tellement tenu dans la journée que le soir, ça débranche d'un coup sec. Donc peut-être tu n'as même pas de problème pour t'endormir. Par contre, tu te réveilles à 3h du matin avec le vélo qui mouline, parce que tu as un pic de cortisol. Et le matin, ton second pic de cortisol à 8h ou à 7h au moment de ton réveil qui s'active et qui vient te mettre tout de suite dans la seringue, tout de suite dans le truc. Donc en fait, les signes, c'est j'ai du mal à me poser, j'ai du mal à ralentir, je vais être en hypervigilance, je vais me sentir très vite déclenchée, très vite agacée par des petites choses. Ça, c'est quand tu es dans l'activation sympathique. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de stress. Et le stress, c'est pas forcément que l'activation du mode sympathique. C'est tout ce qu'a théorisé Stephen Porges avec la théorie polyvagale, c'est qu'il y a 3 états. Donc notre système nerveux, il est autonome et il n'est pas binaire, il n'a pas un accélérateur et un frein. Il y a 3 branches sur le nerf vague. Et donc il y a 3 états associés à ces 3 branches du nerf vague, dont l'état qui est ce qu'on appelle l'état dorsal, qui est un état de repli et de figement. Et cet état-là est en réalité
l'état que la plupart des gens qui vivent des stress intenses quotidiens connaissent et qui se terminent en burn-out, dépression, etc. Parce que, en fait, c'est l'état où tu économises un maximum ton énergie parce que tu as déjà tellement dépensé dans le mode activation sympathique. Tu as cramé, en gros, toutes les ressources. Et donc là, c'est le shutdown. Et donc, c'est mode low battery. Et la seule truc que tu as envie de faire, c'est te foutre sous un plaid et que personne te parle et juste répondre à un mail ou regarder une notification. Tu as l'impression que c'est énorme, en fait. Ça te coûte une énergie de dingue. Ça, c'est le repli dorsal. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui se disent stressés, en réalité, ne sont pas forcément dans le stress du sympathique, mais sont dans des états dorsaux. D'accord. Je te remercie, j'apprends plein de choses. D'où la difficulté à récupérer de l'énergie. Quand tu vis en mode survie, tu vis un peu à côté de toi-même. D'accord ? Tu vis un peu en dépendance à tes blessures, tes circonstances, ton environnement, tes déclencheurs. Mais t'es pas en connexion profonde à toi, à ton essence, à ton être, à ce qui est là, à tes rêves, à tes désirs, à tes envies, à ce qui te fait vibrer, à ce qui te donne du plaisir. Et l'alignement, c'est ça. L'alignement, c'est être capable de mettre à distance tout ce qui nous déconnecte de notre essence profonde et de nous-mêmes et revenir à chaque fois à ce qui est bon et juste pour nous. Et ça, c'est beaucoup plus facile, je trouve, à faire par des petites choses au quotidien, des petits moments au quotidien où je me réaligne, où j'observe que, ah ok, là, je suis partie dans une énergie de peur, une énergie de manque, une énergie de contrôle. Ok, je fais le switch, je reviens, je re-switch et je reviens. Que si tu attends d'être dans ton mode survie H24, de te cracher pour te réaligner. Moi, mon souhait aujourd'hui, pourquoi je transmets sur les réseaux, c'est pour éviter aux autres d'avoir à se prendre le mur pour se réaligner et à leur montrer qu'ils peuvent se réaligner au quotidien, en fait. Alors, et c'est pour ça que mon livre s'appelle « Se réaligner en 17 minutes par jour ». Alors justement, cette notion de réalignement, cette notion de se sentir aligné avec soi-même, on la voit beaucoup passer sur les réseaux. Donc j'aimerais bien qu'on canalise un petit peu ce terme. D'abord, pourquoi autant de femmes ressentent aujourd'hui qu'elles ne sont plus alignées avec elles-mêmes. On nous a énormément appris à écouter notre mental, à réfléchir, à analyser, à contrôler, mais très peu à écouter notre corps, qui en fait est le premier à s'exprimer quand quelque chose ne va pas ou ne va plus. Comment le corps finalement nous montre qu'on est plus aligné avec nous-mêmes ? Comment on peut percevoir ce manque d'alignement finalement ? Alors, tu peux avoir des symptômes très intenses, comme un burn-out, une dépression, des douleurs violentes, etc. Mais tu peux aussi avoir plein de micro-signaux du quotidien, en fait, parce que notre corps nous parle en permanence. L'alignement, comme tu le dis, en fait, c'est d'être capable de sortir de notre tête et de revenir dans ce qui est véritablement bon et juste pour nous dans le moment présent. 90% de nos peurs sont des projections. Il y a à peu près 10% des peurs qui sont fondées sur des facteurs réels et factuels, tu vois. Tout le reste, c'est notre esprit et si, qui anticipe et qui se fait des scénarios, etc. D'accord ? Donc déjà, c'est de sortir de l'énergie du manque et de la peur et de reconnecter avec une forme d'énergie beaucoup plus nourrissante, qui est celle de la gratitude, de l'abondance, de la joie, de la paix, de la sérénité. Mais quand tu es en mode survie, moi, tu pouvais me parler d'abondance, de paix, de sérénité, etc. après mon burn-out, je t'aurais Ton cerveau est bloqué, en fait. Rionné, voilà, en fait. Je t'aurais dit, mais what the fuck, oui. Donc les personnes qui essayent de se dire, justement, j'essaye de sortir de ce mode survie, j'essaye de me sentir alignée avec moi-même, c'est pas si simple que ça. Et c'est ce qu'on verra à la fin de cet épisode. Tu nous partageras tes conseils pour justement essayer de faire un pas en avant vers ça et d'essayer de se reconnecter avec soi-même. Mais c'est pas quelque chose d'évident, de si évident à faire, en fait. C'est pas quelque chose aussi évident à faire parce que ça demande déjà un certain niveau de conscience de soi. Donc, c'est la première chose. C'est la première chose. C'est pas pour rien que Socrate disait « connais-toi toi-même ». Donc, c'est déjà commence par te connaître toi-même, commence par être capable de t'observer toi-même. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle comme ça, « Connais-toi toi-même ». Donc, connais-toi toi-même, observe-toi toi-même, c'est-à-dire passe en métacognition. Apprends à observer ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête, dans la journée et à faire le pas de côté pour justement te réaligner. Parce que l'alignement est toujours une décision consciente. On est toujours à une décision près de se réaligner. Tout ce qui nous dépasse, tout ce qui nous déborde, tout ce qui nous submerge et nous épuise dans notre vie, ce sont des permissions que nous donnons à des choses qui drainent notre énergie. Si nous ne donnons pas la permission, ça ne drainera pas notre énergie. Mais pour ça, il faut prendre le temps. Parce qu'en fait, on a tellement une vie à 1000 à l'heure que, évidemment, qu'on ne s'autorise pas dans la journée à mettre pause et à se dire « Alors attends, là, je vais écouter mes émotions, je vais essayer de comprendre ce qui se passe, je vais m'accorder un moment pour me réaligner, pour me connecter avec mon corps. »
Donc, effectivement, tes conseils en fin de conversation seront les bienvenus pour aider les personnes qui nous écoutent justement à se réaligner, à se reconnecter avec leur corps. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Moi, ma conviction profonde, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre de cracher. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir un cours de yoga d'1 heure dans son emploi du temps. On n'a pas besoin de prendre 4 plombes pour le faire et que ce soit un rituel ou une morning routine qui me prenne je sais pas combien de temps et qui soit contraignante. Moi, ce que j'ai compris avec tout ça, c'est que si tu changes les lunettes avec lesquelles tu regardes ta vie et que tu regardes avec les lunettes du système nerveux, tu comprends beaucoup plus de choses. Parce que tu comprends qu'est-ce qui t'active, pourquoi je suis déclenchée par ce gars qui me coûte la route, pourquoi je suis déclenchée par cette réflexion de ma collègue, pourquoi cette critique vient me chercher, etc. Donc, et une fois que tu as compris que le déclenchement que ça génère à l'intérieur de toi n'est qu'une réaction de ton système d'alarme interne, il y en a un de te dire ouais, pourquoi elle dit ça, alors c'est ma valeur qui est en jeu, etc. Et que tu dis non mais en fait ma valeur n'est absolument pas liée à ce que cette personne pense de moi, bah, tu fais le pas de côté. Et au lieu de passer, tu vois, au début, moi, je faisais beaucoup de journaling. Donc, le matin, je faisais du journaling, surtout après le burn-out. J'ai eu besoin de beaucoup passer par l'écriture. Tu conseilles cette pratique ? Oui, tu la conseilles ? Bien sûr, je la conseille. En fait, je conseille énormément de pratiques. Parce que c'est très tendance sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce que véritablement, ça vaut le coup ? Ah oui, absolument. Absolument, pourquoi ? Parce que quand on écrit avec notre main, la façon dont notre cerveau fonctionne et revient dans la conscience, etc., n'est pas du tout la même que quand tu écris sur ton téléphone. D'accord. Donc, ça ralentit ton processus de pensée. Tu es beaucoup plus consciente, tu es beaucoup plus connectée à ce qui se passe en toi, tu es beaucoup plus connectée à un rythme naturel de pensée. Donc, le fait d'écrire permet de conscientiser les choses, finalement. Totalement. Et le fait d'écrire permet aussi de mettre à distance des choses. Tu les écris sur le papier, tu les as devant toi, tes pensées. Tu peux les regarder, tu peux les relire, tu peux te dire, ok, ça c'est pas juste, qu'est-ce qui en moi est venu raconter ce truc-là ? Et puis, au fur et à mesure de mon chemin, j'ai compris que j'avais même pas besoin de comprendre d'où elle venait, cette pensée, mais juste de la regarder pour ce qu'elle est, une simple pensée, pas ma réalité. Ma réalité vient des pensées que j'ai envie de nourrir et envie de soutenir. Plus je nourris des pensées soutenantes, plus ma réalité est vraiment jouissive, en fait. Et plus je nourris des pensées négatives, plus ma réalité est noire et plombante. Et ça, ce switch-là, d'être capable de dire je passe de pensée négative à pensée positive, si tu n'as pas envie que ce soit de l'optimisme forcé ou de la psychologie positive contrainte, ça vient d'être dans la conscience de l'état de ton système nerveux. Parce que si tu te sens dans ton alignement et dans ta sécurité intérieure, tu peux faire le switch. Par contre, si tu es déclenché en sympathique ou en mode de repli dorsal, tu n'iras pas faire le switch d'aller chercher la pensée positive parce qu'elle va te déclencher, en fait. Elle va te renvoyer ta propre insécurité et tu vas la trouver extrêmement dérangeante. Ce que je trouve compliqué à faire, c'est d'identifier et de conscientiser le fait qu'on n'est plus aligné avec nous-mêmes ou le fait qu'on est en mode survie ou alors le fait que notre système nerveux soit dérégulé. Est-ce qu'il y a un signe particulier, à part le burn-out qui est l'extrême, qui permettrait aux personnes qui nous écoutent de se dire attends, finalement, je suis en train de comprendre plein de choses. Peut-être que mon système nerveux est dérégulé et qu'il faut que je travaille sur tout ça pour acquérir mon plein potentiel. Et on enchaînera ensuite sur la notion de leadership féminin. Mais est-ce que, selon toi, quel est le meilleur moyen, finalement, de parvenir à identifier que notre système nerveux est dérégulé ? Les signes que tu peux avoir, c'est tu as des difficultés de concentration. Tu n'arrives pas à garder ta concentration fixe sur quelque chose. Tu as besoin de multitasker. Tu vas regarder un film et tu vas regarder ton téléphone en même temps. Tu vas être parti pour te concentrer sur un travail de deep dive, d'écriture, etc. Puis tu vas prendre ton téléphone, ta concentration va vaciller, en fait. Tu vas être en hypervigilance. Donc tu vas sursauter très vite au moindre bruit. Tu vas être déclenché par des propos, les réactions de tes enfants, des choses comme ça. Tu vas surréagir. Et après, tu vas t'en vouloir. Tu vas te dire... Pourquoi j'ai réagi si fort à ce truc-là, c'était pas si grave. Tout ça, c'est des signes de dérégulation du système nerveux. Mais il y en a plein. Je pourrais te faire une liste qui dure... Enfin, si tu prends ce que j'ai listé dans le livre, je pense qu'il y a plus d'une centaine de signes, en fait. D'accord. Et ça va te permettre de savoir si tu es justement dans une activation sympathique permanente ou si tu es plutôt dans cet état de repli dorsal. Et plus tu vas être capable d'avoir cette lecture fine et de comprendre dans quel état ton système nerveux se trouve, plus tu peux collaborer avec. Parce que le but, c'est pas de vivre au pays des bisounours ou dans un monastère bouddhiste en restant zen toute la journée. Ça n'existe pas, en vrai. Ce qu'on veut, c'est qu'un système nerveux, il grandisse sa capacité à tenir
plus et à tenir mieux. D'accord? Donc, on ne veut pas le rendre juste monosujet, sécurité, ventrale, tout va bien. Non. Ce qu'on veut, c'est qu'on soit capable d'aller dans le sympathique, parce que le sympathique, ça peut être aussi de l'excitation de j'ai un rendez-vous pour tourner un super podcast avec Sarah, donc ça me donne la pêche, etc. Je te remercie. Voilà. Et donc ça, c'est de l'activation sympathique, en fait. Je D'accord. le sais, quand tu as un truc comme ça, tu as un truc d'activation sympathique. Il faut juste être conscient que derrière, ça consomme pas mal d'énergie, donc ça veut dire qu'il faut aussi créer, moi, ce que j'appelle la discipline du repos. Et ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec les femmes leaders, parce qu'elles ont énormément de mal à accepter que plus elles vont faire passer en priorité cette discipline du repos, plus elles seront au top de leur créativité, de leur puissance féminine, de leur capacité à leader, à diriger, etc. Alors qu'aujourd'hui, elles le vivent comme une contrainte. Genre, je me suis épuisée, donc maintenant, il faut que je me repose, quoi. C'est la punition. Et alors, au-delà des signes physiques que l'on peut présenter, est-ce que le fait qu'une personne ne se tienne pas correctement, le fait qu'une personne se tienne de manière voûtée, la tête rentrée, les épaules rentrées, est-ce que c'est effectivement le signe d'une dérégulation du système nerveux? Ah bah oui, tu peux voir dans la posture des gens quel est l'état de leur système Alors, nerveux. de quelle manière? Tu peux nous donner un exemple et nous l'expliquer? J'ai détecté un regard laser pour savoir quel est l'état de ton système nerveux avant même qu'on se parle. Effectivement, comme tu dis, ce qu'on appelle la posture voûtée, donc la posture de la tête en avant aussi. Donc, je travaille beaucoup dessus. Ouais, depuis que je vois tes vidéos, donc la tête en avant, ce qui s'appelle la syphose, en fait. Pourquoi? Parce que c'est tellement contracté ici que ça comme projette un petit peu notre tête en avant, parce que notre trapèze et tout notre tronc cérébral est extrêmement tendu par un système nerveux qui est très tendu. Tu peux avoir aussi, donc, soit les épaules remontées, très légèrement remontées, mais tu t'en rends même pas compte. Hein. Mais tu vis toute ta journée avec les épaules un tout petit peu remontées. Tu prends 4 secondes pour... Mais pas que ma journée, ma vie entière. Tu prends 4 secondes pour te dire « Ok, je laisse tomber les épaules vers le bas », juste ça. Et tu vas voir que ce micro-mouvement-là de quelques millimètres de faire redescendre tes épaules vers le bas... te permet déjà de relâcher et, tu vas relâcher. Et de réguler tout ça. Et puis les épaules refermées, ça c'est du repli. Donc ça c'est aussi de la survie, d'accord? Donc là je me protège, je rentre dans ma carapace en fait. Et si je suis comme ça, j'ouvre mon cœur. Donc j'ouvre le fait d'ouvrir ses épaules, de se tenir droit. J'ouvre ma capacité à recevoir parce que je peux tenir tout ce que je reçois. D'accord. Mon système est capable de l'accueillir et de l'accepter. Et de faire le tri entre ce que je veux et ce que je ne veux pas. Il n'est pas question de tout laisser rentrer dans notre système nerveux et notre système énergétique. Moi, ce que j'apprends aux femmes, c'est à justement être des expertes dans leur système nerveux et leur système énergétique pour savoir exactement ce qu'elles veulent laisser rentrer ou pas laisser rentrer. Mais on ne nous a jamais expliqué ça, Sarah. À quel moment on t'a expliqué Mais ça? c'est pour ça que je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour que tu nous partages tout ça. Et je me permettrai d'ailleurs de partager ces vidéos où tu nous montres des petits exercices à réaliser au quotidien pour améliorer sa posture et pouvoir accueillir certaines choses qu'on ne laissait pas jusque-là entrer. Ouais. Donc j'aimerais maintenant qu'on aborde la notion de leadership féminin. Je trouve qu'on parle énormément aujourd'hui de leadership féminin, de confiance en soi, de prise de place, surtout pour la femme. Mais on parle très peu de l'état interne dans lequel une femme se trouve quand elle essaie justement de prendre cette place. Et donc à partir du moment où on a établi qu'on avait un système nerveux qui était dérégulé, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi une femme ne peut pas être pleinement dans son leadership si son système nerveux n'est pas régulé? La plupart des femmes que j'accompagne et de ce que j'observe, c'est que on nous a transmis les codes de l'énergie masculine du leadership. Alors, j'aime bien parler d'énergie masculine et d'énergie féminine parce que, en réalité, un leader est un leader. Pour moi, il n'est ni masculin ni féminin. C'est une qualité, c'est une compétence, c'est une capacité qu'on peut développer, tout comme on peut développer la capacité de notre système nerveux. Simplement, en tant que femme, on nous a invités à adopter les codes et les comportements et la manifestation de l'énergie masculine dans le leadership. Résultats, performance, capacité à mener des hommes, avancer, coûte que coûte, pas écouter les émotions, etc. etc. On en revient. Gérer sa carrière professionnelle, gérer sa vie perso. Et gérer sur tous les aspects. Et donc, comme en plus, nous, on a eu beaucoup de conditionnements et d'injonctions en tant que femme à sois bonne sur tous les tableaux, réussis à l'école, mais sois aussi une gentille petite fille, tiens-toi bien à table, sois polie, sois jolie, sois ci, sois là, nanana. Tu te rends compte le poids des conditionnements qu'on a reçus pour nous faire
Enfin, franchement, si on va pas se lancer là-dessus parce que je peux faire une dissertation sur le sujet, mais tu pourras revenir si tu voilà, veux. on reviendra. Mais on nous a énormément conditionnés, et notamment en tant que femmes, d'accord ? On nous a énormément conditionnés, et du coup, pour déployer notre leadership, on a cru qu'on devait adopter les codes du leadership avec l'énergie masculine. Et on n'a jamais appris à faire confiance à l'énergie féminine et justement à un leadership qui viendrait de notre énergie féminine. C'est quoi l'énergie féminine ? C'est l'énergie de la créativité, c'est l'énergie de la capacité à justement être connecté à soi, à son corps et à sentir ses rythmes, sentir ses cycles, être consciente qu'on n'est pas tout le temps dans de la productivité permanente, mais qu'on a des phases, comme la nature, d'accord, où on a besoin de... Selon la fluctuation de nos hormones, on est plus ou moins productive. Exactement, on est selon nos cycles, selon nos âges, ok ? On n'a pas les mêmes désirs, les mêmes rêves, les mêmes fonctionnements, la même énergie à 20, qu'à 30, qu'à 40. On n'a pas la même énergie après avoir eu un enfant. On n'a pas la même énergie ni quand on est enceinte. Ni deux. On n'a pas la même énergie quand son fils va avoir 18 ans que quand il en avait 2. On n'a pas la même énergie quand tes enfants ne dorment pas la nuit. Voilà, et j'en discute avec des mamans autour de moi qui sont des mamans de jeunes enfants. Moi, je suis maintenant une maman de grand ado. Ça ne consomme pas la même énergie. D'accord ? L'adolescent, il vient te travailler sur une énergie qui est beaucoup plus psychologique, mentale, etc. Le jeune enfant, il vient te pomper ton énergie physique, quoi. En fait, il faut vraiment aller dans... il dépend de toi. Donc, physiquement... Donc, tu dois donner de ton énergie à toi pour prendre soin de lui. L'ado, il est dans le... Faisant pas trop pour moi, t'occupe pas trop de moi, laisse-moi à distance. Et puis, c'est à nous, ce que ça nous prend comme énergie, c'est celle du détachement, en fait. donc mais c'est ça qui est intéressant dans le leadership et dans la question de équilibrer nos énergies masculines et nos énergies féminines pour être des leaders conscients. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est juste être consciente qu'on a des leviers incroyables en nous, Sarah. Tu te rends compte qu'on accouche depuis la nuit des temps, on n'a pas eu besoin de médecins, on n'a pas eu besoin qu'on nous formalise ça dans des manuels pour nous expliquer comment fonctionne notre corps. En tant que femme, on le sait, ça, depuis toujours. C'est intuitif, en fait. C'est intuitif, d'accord ? Et c'est puissant de se dire ça. C'est quand même fou, tu vois ? Et donc, de reconnecter avec cette capacité et ce savoir inné en nous, de nos mécanismes fondamentaux, de notre santé, de notre capacité à sentir nos cycles, de notre capacité à donner la vie, à la diffuser autour de nous, à la rayonner. Mais en fait, à partir du moment où tu reconnectes avec ça, t'es inarrêtable. Et ta confiance en toi, elle vient de l'intérieur. T'as pas besoin de chercher les preuves à l'extérieur. Parce que t'as conscience de toute la force qui est là, en fait. Merci pour tous ces partages. C'est vraiment hyper intéressant. Et je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent vont se reconnaître dans tout ce qu'on évoque. Et la grande question maintenant, du coup, c'est comment on commence concrètement à réguler son système nerveux. Et l'idée, c'est vraiment de donner des conseils simples à mettre en place au quotidien, qu'on puisse avoir le temps de faire, tu vois, et ne pas s'imaginer que finalement, c'est une montagne et un travail colossal à faire que de devoir prendre du temps pour soi, quelques minutes par jour, qui permettrait de nous reconnecter à nous-mêmes, à notre corps et de se sentir aligné avec nous-mêmes. Quels sont finalement tes meilleurs conseils, tes meilleurs exercices à réaliser au quotidien ? On va revenir aux fondamentaux et aux basiques, d'accord ? Il y a un exercice à faire qui permet d'enclencher ton nerf vague, c'est-à-dire d'activer ton nerf vague et de ramener l'état de sécurité ventrale dans le corps. C'est ce qu'on appelle le vagus lock ou l'exercice de base. Donc, on vient mettre les mains ici derrière la tête, on envoie les yeux complètement à droite, au niveau de mon coude, là, à peu près, et on attend qu'il y ait soit un soulagement, soit un bâillement, soit quelque chose, un clignement d'yeux, quelque chose qui se déclenche dans la poitrine. On revient les yeux au centre et on les envoie complètement de l'autre côté sans bouger la tête. Donc là, je te le montre comme ça. L'idéal, quand on démarre avec cet exercice, c'est de le faire allongé dans son lit. Pourquoi ? Parce qu'on aura vraiment bien tout le tronc cérébral aligné, allongé, donc allongé à plat, sans oreiller, avec juste les mains posées ici, sous l'occiput. Et ça va être quelque chose qui prend quelques secondes. La personne qui me dit « j'ai pas le temps de faire ça dans mon lit le matin avant de me lever » ou « j'ai pas le temps le soir avant de me coucher », c'est juste qu'elle ne prend pas le temps. Donc encore une fois, on est à une décision près de prendre le temps, d'accord ? Et donc ça, c'est pour toi déjà le meilleur exercice. Tu te brosses les dents tous les jours ? Bah, entretiens ton nerf vague tous les jours, en fait. D'accord. Active ton nerf vague tous les jours. Parce que si tu vas pas le chercher, rien dans ton environnement, dans ta société, dans ton rythme ne va te permettre d'y connecter. Mais par contre, si tous les jours, tu vas le chercher, tous les jours, tu l'enclenches, tous les jours, tu l'actives,
tu vas vraiment sentir que tu mets en place une hygiène de base pour ton nerf vague. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est un geste que tu te rends compte que tu es... Donc quand je dis déclenché, ça veut dire qu'un état spécifique de stress, de tension se crée dans ton corps, d'accord, et s'active. Donc tu sens, par exemple, ta respiration plus courte. Déjà, on respire beaucoup avec le haut de la poitrine et une respiration assez courte, alors qu'on devrait respirer avec notre ventre et une respiration beaucoup plus longue et profonde. Donc, tu peux faire cet exercice juste de ça, de rebasculer ta respiration de là à là. D'accord. C'est ce qui fait que quand on respire en gonflant le ventre, tout de suite, ça nous... comme ça. L'autre exercice, moi, que j'aime bien, c'est le soupir physiologique. Je m'en sers énormément. Dès que je me sens un tout petit peu comme ça, trop activée, donc tu vas inspirer une première fois, jusqu'au bout de ton inspire, puis tu réinspires et tu souffles par la bouche. Et tu le fais 3 fois, donc ça va donner ça. Tu vas voir que les épaules, là, déjà, elles descendent d'un petit peu. Ça ne fera pas de mal. Et ça, tu le fais combien de fois ? Ça, tu le fais quand tu es déclenché. Moi, le soupir physiologique, je le fais quand j'observe que, ah tiens, boum, je suis montée là-haut, je suis montée dans mon état d'activation et j'ai besoin d'un petit coup redescendre. J'ai besoin d'un petit coup de soutien à mon corps pour lui permettre de ressentir plus de sécurité. Parce que, encore une fois, le but n'est pas de passer notre vie dans la sécurité, mais c'est de soutenir le corps et la capacité du corps à tenir davantage sans rester figé, bloqué dans un état de survie du système nerveux. Donc, soupir physiologique, exercice de base et vraiment comprendre que ça ne prend pas de temps, c'est pas vrai. Ça, sur mon compte, je crois il y a plus de 800 vidéos et pratiques et partages, etc. Tu peux nous rappeler le nom de ton compte, même si on le mentionnera ? Camille Soustra, c'est mon Parfait. nom. Donc voilà. Est-ce que selon toi aussi, une manière de réguler le système nerveux, dès le matin, dès le réveil, ça passe par des petites habitudes quotidiennes comme prendre l'habitude de ne pas scroller dès le réveil sur son téléphone, s'exposer de suite à la lumière naturelle ? Oui, il y a ça. Tu peux donc effectivement dormir avec le téléphone en dehors de la chambre, hein, ça clairement. Parce que le soir, c'est pareil. Donc pas d'écran au moins 1 heure avant de te coucher parce que ton cerveau est stimulé par la lumière bleue des écrans. Pas regarder son téléphone, ni s'il vous plaît, alors franchement, je comprends qu'il faille se tenir au courant de l'actualité, mais ne commencez pas le matin par un café à jeun et BFM TV. Voilà, parce on que est d'accord. C'est le cocktail. On n'a rien contre BFM TV, mais on est d'accord. On n'a rien contre BFM TV. Donc juste, alors on va reformuler. Ne commencez pas votre journée par les infos du jour. Café, infos du jour, radio ou télé, peu importe. Guerre et pandémie. Monde en destruction massive, fin de l'humanité, tout à fait. etc. Non, c'est le meilleur moyen de démarrer la journée avec le moral dans les chaussettes. Le meilleur moyen de démarrer sa journée, c'est de manger salé, protéiné, d'aller s'exposer à la lumière naturelle, de prendre un café si on en a envie. Moi, je bois encore du café, mais après avoir mangé, pas à jeun, parce que votre pic naturel de cortisol, il est dès que vous vous levez. Donc là, si vous reprenez un café au moment du réveil, ça monte en flèche. Et puis, effectivement, dans cette discipline du repos, il y a une discipline avec nos téléphones. Et quand vous voulez vous concentrer sur un projet qui vous tient à cœur, que vous voulez accéder à votre état de flow, etc., eh bien, c'est couper les mails, couper le téléphone, les mettre à distance, prévoir 2-3 heures juste de silence, de calme, peut-être une musique qui va aider à la concentration. Mais en fait, c'est des toutes petites choses. Ça passe par plein de toutes petites choses. Merci beaucoup Camille pour tous ces conseils. J'espère que les personnes qui nous écoutent sauront les mettre en place assez rapidement et concrètement pour les aider à aller mieux, à se sentir alignés. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite dernière phrase de conclusion sur tout cet échange ? Moi, la phrase de conclusion que j'ai envie de te transmettre, Sarah, c'est que on nous a jamais donné le mode d'emploi et qu'à partir du moment où on comprend le mode d'emploi, on n'a pas une baguette magique ni une recette miracle, mais on est capable de beaucoup mieux se comprendre et se diriger et de remettre de l'alignement sans avoir besoin d'un manuel, d'un mode, tu vois, d'un gourou qui te dit quoi faire. En fait, tout est déjà là, à l'intérieur de chacune de nous. Et à partir du moment où on comprend notre propre mode d'emploi, eh bien, on est capable de se déployer et de se rayonner beaucoup plus loin. Merci Camille, merci pour cet échange. Avec plaisir. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Avec grand plaisir, Sarah. Merci d'avoir écouté cet épisode du Lab du Bien-être. Chaque épisode est une invitation à mieux comprendre le fonctionnement du corps, ses équilibres et les facteurs qui influencent notre bien-être au quotidien. Parce que mieux comprendre son corps, c'est déjà commencer à en prendre soin. Merci d'avoir été avec nous dans le Lab du Bien-être et à très bientôt pour un nouvel épisode.